je dois vous dire que nous nous sommes séparés hier avec la délégation de la CEDEAO sur, en termes simples, c'est un désaccord. Nous avons été très clairs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont cru au mot d'ordre du M5 RFP, parce qu'ils ont cru au message que nous avons fait passer en son temps, que notre autorité morale, l'imam Mahmoud Dicko, a invité Ibrahim Bokar Keïta à écouter son peuple, parce que s'il refuse de l'écouter, la situation peut lui échapper. Malheureusement, le point de non-retour pratiquement a été atteint le 10 juillet. Et vous savez que le 10, le 11, le 12, le 13, des Maliens se sont réunis pour décider d'utiliser les forces spéciales antiterroristes, conçues uniquement pour combattre le terrorisme. Ils ont décidé de les utiliser contre des manifestants qui exercent un droit constitutionnel de façon pacifique. Eh bien, le M5 RFP exige que ceux qui sont responsables de cela soient arrêtés et poursuivis. Et c'est pour cela que vous aurez constaté dans les 4 points que nous avons posés sur la table. Ce point est bien cité, mais en réalité, c'est peut-être une question de présentation, mais dans notre esprit, aujourd'hui, il faut que ceux qui sont responsables de ces actes soient identifiés, qu'il y ait des poursuites contre elles devant les juridictions nationales et les juridictions internationales. Il faut que ça soit très clair, c'est une position de principe du M5 RFP qui n'est pas négociable. Qui n'est pas négociable. Nous n'accepterons pas que la mort de nos camarades soit allée par perte de profit dans des négociations oiseuses où des accords hypothétiques sont attendus. La première des choses que nous exigeons, que ceux qui sont responsables de ces tueries soient identifiés, interpellés et poursuivis. Nous savons aussi qu'en plus des tueries, il y a eu des actes de torture. Ceux qui sont responsables de ça aussi doivent être identifiés, poursuivis, parce que c'est contre ce qu'il y a dans notre Constitution. Nous avons dit dans les débats à la CEDEAO que la ligne rouge de la CEDEAO qui nous a été dite, c'est que la CEDEAO ne peut pas demander à un président démocratiquement élu, ne peut pas demander sa démission. Nous leur avons dit que ce n'est pas la première fois qu'au Mali un président démissionne, que dans d'autres pays, des présidents démissionnent. La démission du président n'est pas anticonstitutionnelle. Deuxièmement, la demande de démission du M5 RFP n'est pas venue de nulle part. Le document qui va être présenté va être suffisamment explicite. C'est des choses qu'on a dites et redites, on les répétera toujours. Que parce que nous considérons que celui qui est à la tête du pays a d'abord trahi ses engagements vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de la CEDEAO elle-même. Et nous avons rappelé que lorsqu'Ibrahim Bokar Keïta s'installait à la tête de l'État, le Mali était dans une situation où c'est grâce à la CEDEAO et la communauté internationale que le bateau a tangué, mais il n'a pas coulé. Parce que la CEDEAO a tenu la main du Mali dans la tourmente. Et nous avons rappelé à la CEDEAO, à la délégation de la CEDEAO, que la CEDEAO est née au Mali. À Bamako, le Mali considère la CEDEAO comme son fils, qui a grandi de 1975 à 2012. Il était devenu majeur. C'est ce fils-là qui a tenu la main de son père qui était dans la tourmente. Et il a sorti de cette tourmente-là. Et c'est ce qui a donné
l'accord préliminaire de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013. Qu'est-ce que cet accord dit en substance? Premièrement, organiser une élection présidentielle pour avoir un pouvoir légitime à la tête de l'État. C'est à l'issue de cette élection qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été installé. Deuxièmement, dès qu'il est installé, 60 jours après la formation du nouveau gouvernement, il devait engager des négociations inclusives avec les mouvements armés afin d'aboutir à un accord de paix. C'est un engagement pris par le peuple malien face à la CEDEAO et la communauté internationale. Ibrahim Boubacar Keïta, investi par le peuple malien, a trahi cet engagement. Il a mis à côté, il s'est mis dans des jeux. Il a dit devant tout le monde qu'il ne négociera pas avec les mouvements rebelles. Nous l'avons rappelé à la CEDEAO. Le résultat, c'est la catastrophe de Kidal. Troisièmement et enfin, troisième engagement de l'accord préliminaire de Ouagadougou, c'est le désarmement et le cantonnement des mouvements rebelles. Près de 7 ans, plus de 7 ans après son investiture, les rebelles ne sont pas cantonnés ni désarmés. Donc nous avons dit à la CEDEAO, Ibrahim Boubacar Keïta, dès qu'il s'est installé, a trahi les engagements du peuple malien vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de la communauté internationale. Deuxièmement, lorsqu'il venait au pouvoir, on nous parle aujourd'hui des tracteurs, des engrais, mais ce n'est pas pour ça que les Maliens l'ont plébiscité. Il s'était engagé à régler le problème du Nord. C'est pour ça que les Maliens ont voté pour lui. Mieux, nous avons rappelé à la CEDEAO qu'il a bénéficié d'une situation à nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs. Non seulement il a été élu avec 77%, son challenger s'est déplacé chez lui à la maison pour lui apporter son soutien. On peut donc considérer qu'il a été plébiscité par l'ensemble du peuple malien. On a posé la question à la CEDEAO. Comment un homme plébiscité il y a 7 ans se trouve aujourd'hui contesté par l'essentiel des forces politiques et sociales qui l'ont soutenu en 2013? Il faut qu'il se pose la question. Est-ce que toutes ces forces-là ont tort? Mieux, lorsqu'il venait au pouvoir, il y avait ce que quelqu'un a appelé ici insécurité résiduelle. Effectivement, lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé, il y avait une insécurité résiduelle à Kidal. Parce que l'État était là. Il y avait un gouverneur, il y avait les préfets, il y avait les directeurs des services centraux, il y avait l'ORTM, il y avait un contingent de 150 militaires maliens, il y avait le drapeau du Mali. Il s'agissait de négocier pour ramener la paix dans tout le Mali. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Le résultat, c'est qu'au lieu de l'insécurité résiduelle qui était à Kidal, qu'il s'était engagé à résoudre, nous avons la guerre civile au centre du Mali. Nous avons 75 à 80% du territoire national qui échappe au contrôle de l'État. C'est ça son bilan. Nous avons un pouvoir oligarchique qui étrangle le peuple malien. Nous avons une violation systématique permanente de la Constitution, qui fait qu'aucune loi n'est respectée. Tout se fait en fonction de la volonté des intérêts de l'oligarchie. Notre pays est pris en otage. On ne peut plus aujourd'hui, à travers des élections organisées par ce pouvoir, faire élire démocratiquement ceux auxquels les Maliens veulent porter leur confiance. Et lorsque les Maliens sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on sort, le pouvoir mandate, instruit aux forces spéciales antiterroristes d'aller tuer à Sikasso, de venir tuer à Bamako. Nous avons dit, ça ce n'est plus notre président. Vous ne pouvez pas ordonner de sang-froid de tuer des Maliens dans les rues, de les tuer dans leurs maisons, d'aller tuer dans les lieux de culte et venir regarder les Maliens pour leur dire que vous êtes leur président. C'est ce que nous avons dit à la CEDEAO. Donc ce n'est pas un problème purement institutionnel ou constitutionnel. Et même si on prend la Constitution,
Le M5 du début à la fin est dans la Constitution. La demande de démission du président n'est pas interdite par la Constitution. Le fait d'organiser la désobéissance civile est un droit constitutionnel. Par contre, lui, il a systématiquement violé la Constitution. Nous en avons cité beaucoup d'exemples. Je vais m'arrêter sur deux. C'est important de le dire aujourd'hui parce que le monde entier est en train de nous regarder. Le président, dans son serment, dit, il jure devant Dieu et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Le mandat des députés est terminé en fin 2018. Le Premier ministre écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que faire en suggérant de prolonger leur mandat. La Cour constitutionnelle écrit pour dire niet, c'est une violation de la Constitution. Moins de quelques semaines plus tard, la même Cour donne l'autorisation à une assemblée qui n'était plus légale ni légitime de prolonger le mandat des députés. Une violation flagrante de la Constitution. Cette loi a été promulguée par Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une violation de la Constitution et de son serment. Parce que les gens ont violé la Constitution et il l'a cautionné. Nous avons donné un autre exemple. Les lois qui fondent la Cour constitutionnelle et qui l'organisent, les règlements intérieurs, ça a été brillamment exposé l'autre jour par M. Bakili et Moutagata. Je reviens là-dessus pour des considérations d'ordre pédagogique. Dans ces textes-là, c'est écrit noir sur blanc. Quelque chose qui va du bon sens. C'est que la Cour constitutionnelle ne doit pas donner d'opinion, ne doit pas être consultée, ne doit pas donner un avis sur des questions susceptibles d'être déférées devant elle après les élections. Nous avons la preuve matérielle que la Cour constitutionnelle a violé ses lois, et cette loi et son règlement intérieur. En quoi faisant? La loi électorale interdisait l'utilisation des procurations dans certaines conditions. Le ministre, sachant que la loi l'interdit, ses conseillers lui ont dit, le ministre de l'administration, il s'adresse à Dieu la Cour. La Cour a remplacé le peuple, la Cour s'est pris pour Dieu. Est-ce que je peux violer la loi? Nous avons la preuve que la Cour a écrit pour dire vous pouvez le faire. La Cour constitutionnelle viole les textes qui l'organisent, viole la loi. Et nous avons dit, ce conseil des éminents juristes qui sont avec nous, qui lisent bien les textes, que dans le règlement intérieur de la Cour, il est dit clairement que les membres de la Cour qui violent ces textes est considéré comme d'office démissionnaire. On n'a pas besoin d'abroger son décret, il est d'office démissionnaire. Pour nous, il n'y a plus de membres de président de la Cour constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé celle-là officier jusqu'à ce qu'il y ait des morts. C'est après qu'il y a des morts qu'il vient dire qu'il a abrogé un décret qui était automatiquement abrogé depuis 2 ans. Ça, c'est 2 exemples qu'on a donnés pour montrer comment le serment a été violé. Il viole les engagements vis-à-vis de la communauté internationale, les engagements pris vis-à-vis du peuple malien pour être élu, il viole la Constitution. À partir de ce moment, c'est lui qui est dans l'illégalité. Ce n'est pas le M5 RFP. Il ne peut pas être au-dessus du peuple. Notre Constitution dit que le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Nous avons exposé tout ça à la CEDAW pour expliquer que malgré tout cela, notre autorité morale, les hautes personnalités ont demandé au M5 RFP de perdre des concessions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, après ces morts-là, tout cela est caduque. C'est ce que nous avons expliqué à la CEDAW. C'est important qu'on vous dise pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Tout ce que nous avons dit là-bas, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire.